Merci. Au cours des 9 dernières années, j'ai eu beaucoup de chance d'observer environ 150 investissements dans des startups. Et c'est cette expérience que j'aimerais pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Et j'ai intitulé ma conférence « Innovation et retour financier, mélange étonnant, voire détonnant ». Et vous allez comprendre qu'une start-up a le gros avantage d'isoler financièrement les retours sur innovation. On entend beaucoup les besoins d'innover en grande entreprise, aussi pour les PME, pour éviter la fameuse disruption numérique en particulier. Et le fait d'investir dans une start-up, par définition, on contrôle parfaitement les montants mis et les montants retrouvés. C'est quelque chose qui est très difficile de faire dans les grandes entreprises ou dans des PME parce que les ressources sont allouées de manière parfois informelle autour de l'innovation. En quelques mots, donc Go Beyond Investing a un réseau de business angels, 480 investisseurs, 480 investisseurs, qui étudions nous-mêmes les dossiers qui sont investis. Donc c'est de l'argent intelligent où nous avons des personnes du domaine dans lequel nous investissons pour étudier le dossier qui participe à ce qu'on appelle la due diligence. 159 investissements dans 66 startups, en majorité encore en Suisse, en Europe et aux États-Unis. Et nous investissons entre 50 000 et 1,5 million par tour de table par investissement. Au total, 19,4 millions investis depuis 2008. Je ne vais pas vous embêter avec d'autres chiffres, mais juste pour placer un petit peu le contexte de ce travail. Un exemple, Lemoptics, une société de l'EPFL, qui crée des microprojecteurs. Donc j'aime beaucoup donner ces conférences dans des salles comme ça. Vous voyez le projecteur ici. La personne qui est dessous, je ne vous souhaite pas qu'il vous tombe dessus parce que vous allez mourir sur le champ. Les projecteurs de Lemoptics sont la taille d'un cube de sucre. Et donc une technologie extrêmement complexe qui a nécessité 15 ans de développement à l'intérieur de l'EPFL avant de pouvoir commercialiser le produit. La société était vendue à Intel il y a 3 ans pour des très bons retours financiers. Pour les investisseurs, j'ai participé au premier tour de table, c'était extrêmement intéressant. Et j'ai commencé par coacher l'entrepreneur autour de besoin de comment structurer sa société, comment structurer ses finances. Et j'ai beaucoup aimé son projet, je suis resté en contact. J'ai personnellement investi et beaucoup de nos membres, presque une centaine de nos membres ont investi dans ce projet autour des différents tours de table. Donc vendu à Intel il y a 3 ans maintenant. Une autre société, Faction Collective, qui a commencé par faire des skis. Alors, faire des skis aujourd'hui, vous êtes en concurrence avec Salomon, avec beaucoup d'autres évidemment, c'est très difficile. Et c'est diversifié ensuite dans des habits et dans des accessoires où les marges sont beaucoup plus grandes. Et lorsque, évidemment, les skieurs plutôt un petit peu plus jeunes que la moyenne d'âge dans cette salle, plutôt des ados 15-25 ans, lorsque ces skieurs ne peuvent plus chausser des skis en été, ils se diversifient aujourd'hui dans le skateboard, qui évidemment a beaucoup de similitudes avec l'expérience du ski, mais est un sport qui peut se pratiquer en dehors des mois hivernaux qui ont tendance à se raccourcir. Je vais vous montrer un petit extrait de vidéo. Probablement que vous l'avez déjà vu, il n'y a pas de son. Donc c'est la vidéo de Candide Tovex, que vous connaissez ou probablement que certains de vos enfants connaissent, qui a 22 millions de vues sur YouTube. Donc c'est la vidéo de ski la plus vue sur YouTube et qui est un des athlètes qui promeut ces skis avec des expériences assez intéressantes que personnellement je n'essayerai pas. J'aime beaucoup skier, mais je tiens quand même à ma vie. Donc voilà. Et là, c'est comment prendre une commande d'un restaurant, par exemple. Donc voilà. Et donc, cette société se développe de plus en plus dans le monde digital au travers évidemment des canaux de distribution digitaux qui deviennent de plus en plus importants pour le milieu des articles de sport, mais aussi au niveau de la promotion bien sûr de leur marque et aujourd'hui au niveau d'un bras digital de médias qui devient aussi important et dans un asset sur la valorisation de la société, qui devient aussi intéressant que la marque elle-même, que les produits qu'elle vend. C'est un savoir-faire dans le milieu du digital. Donc ça, c'est un autre exemple que j'ai aussi suivi de très près. Si on essaye de tirer quelques conclusions de ces observations, c'est vrai qu'on parle beaucoup de start-up, de besoin d'innovation. J'ai essayé d'en tirer quelques conclusions parce que je pense que c'est ça qui peut être intéressant pour le public d'aujourd'hui. Et je vais commencer par 2 axiomes. Donc le premier axiome, c'est nous apprenons plus de nos échecs que de nos réussites. Si on regarde quand même souvent dans la vie, c'est quand même de nos échecs que nous apprenons plus, je peux aussi en parler. Après,
Un deuxième axiome, mais celui-ci j'ai dû l'apprendre à mes dépens, c'est qu'apprendre des échecs d'autrui coûte quand même beaucoup, beaucoup moins cher. Ça, c'est un point assez clé. Donc, on essaye de partager notre savoir-faire au sein de GoBeyond et de regarder qu'est-ce qui a marché pour certaines personnes et de le répliquer chez d'autres. Donc, c'est quelques points-là que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui. Quelques statistiques après investissement. Donc, M. Lettol parlait de pourcentage de sociétés qui ne vont pas très bien, qui survivent juste et qui sont vendues avec des multiples faibles, et des réussites. Donc là, nous avons étudié dans notre propre secteur, mais aussi d'études assez importantes, 9000 sorties ventes de sociétés aux États-Unis, 6000 sorties ventes de sociétés en Angleterre, et les chiffres suivants se retrouvent de fois en fois. 40% se termine pas très bien. 40%, c'est la faillite. Donc là, en tant qu'investisseur, je perds tout. J'ai absolument plus rien de cet investissement. C'est énorme. Si vous pensez aux marges dont on parlait avant de prêts bancaires, si vous avez 1%, si 40% des sociétés font faillite, il n'y a aucun moyen que vous puissiez gagner de l'argent, vous fermez tout de suite. Donc là, 40% en faillite. 40%, on a un petit rapport un peu émotionnel. La 2 chevaux, c'est sympa, c'est bien, ça rappelle la jeunesse. C'est peut-être pas le véhicule préféré, mais au moins ça nous permet d'aller là où on veut et ça retourne l'argent qu'on a mis dedans. Donc en gros, le multiple est x1. Et les 20% restants, alors là, c'est plus sympa. Là, c'est plus sympa, c'est les Lemotics, c'est d'autres, qui rendent beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, c'est des véhicules autant financiers, mais je dirais presque expérientiels, ou d'avoir mis de l'argent, d'avoir accompagné la société, d'avoir suivi la société au travers de son développement, d'avoir pu apprendre de l'expérience de la société et réappliquer ce savoir-faire ailleurs, dans d'autres investissements, mais aussi dans mes propres business. Ça, c'est vraiment une expérience extrêmement intéressante. Maintenant, un tout petit peu d'algèbre. Alors, j'ai demandé aux organisateurs de fermer les portes à clé pour éviter que des personnes veuillent s'échapper. Je vous rassure, ces questions sont les questions d'examen que je pose à mes étudiants bacheliers de 3e année HEC Lausanne. Des questions tout à fait légales où la plupart des personnes survivent. Donc, je vous demanderai un tout petit peu d'attention. Normalement, ça devrait aller. Donc, 40% des sociétés font faillite. Évidemment, on ne sait pas lesquelles. Si on savait lesquelles, on n'investirait pas. Donc, 40% retournent fois 0. 40% rendent juste le montant investi, donc retourne x1, et 20% retournent un multiple. Dans le cas présent, j'ai pris un multiple de 5 pour vous montrer quelques chiffres. C'est assez correspondant à la réalité. En moyenne, des sociétés qui vont bien retournent ce qu'on appelle un 5x. Dans notre jargon, nous parlons de x. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5x. Donc maintenant, si j'annualise tout ceci sur 2 ans et demi, parce que c'est le temps moyen entre l'investissement et le moment où je reçois l'argent en retour. Donc ça prend à peu près 5 ans pour développer une société. En moyenne, à peu près 2 ans et demi entre l'investissement et le moment où je reçois l'argent en retour, parce que je ne suis pas obligé d'investir dans le tout premier tour de table. Généralement, j'investis derrière plus que la société se développe. Ceci nous donne environ 20% par an. C'est la moyenne pondérée de des retours pour nos investisseurs, à peu près 20% par an. Et ce qui est assez particulier d'observer ici, c'est que vous pouvez avoir des très bons retours financiers globaux, 20% par an, c'est pas mauvais, avec un risque individuel extrêmement important. Si j'avais demandé dans cette salle qui serait intéressé à investir dans une classe d'actifs où 40% font faillite, j'aurais probablement pas eu beaucoup de mains levées. Par contre, on peut décorréler la différence entre le risque individuel et le retour global en appliquant ce qu'on appelle une théorie de portfolio. Donc en investissant assez de fois dans assez de sociétés pour répartir le risque, pour in fine, le plus important c'est d'avoir un investissement dans une société qui va bien. Le reste n'est quelque part pas très important. Ça, je vais vous le démontrer. Ce graphique ici représente sur l'axe horizontal le nombre d'investissements faits par nos investisseurs. Et chaque petit losange représente un portfolio d'investisseurs. Donc c'est le retour d'un portfolio d'investisseurs. La très grande chance que nous avons, parmi tous nos investisseurs, nous ne décidons pas pour eux comment est-ce qu'ils doivent investir. Donc nous avons passé 400 méthodes d'investissement, 400 stratégies de gestion de portfolio, parce que chaque investisseur décide quel secteur l'intéresse, quelle maturité d'entreprise l'intéresse, quel rôle est-ce qu'il veut jouer avec l'entreprise, un poste au conseil d'administration, de l'aide au travers de contacts, ou simplement de pouvoir investir et de suivre son investissement. Et donc nous avons 400 stratégies différentes d'investissement, et ce qui est passionnant, c'est que nous pouvons étudier quelles stratégies peuvent mieux marcher et quelles stratégies peuvent être un peu plus risquées. Et donc sur l'axe vertical, nous avons le retour
de chacun des portfolios. Par exemple, si vous voyez la flèche, c'est une personne qui investit donc 13 fois et qui a 31% par an de retour financier. Juste pour montrer la distribution des retours. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'à partir de 5 investissements, nous avons une très grande chance d'avoir un retour positif. En particulier, je vais montrer ici, 91% des investisseurs avec 5 investissements ou plus ont un retour neutre ou positif. 91% des investisseurs ont un retour neutre ou positif avec 5 investissements ou plus. Ça, c'est la preuve par l'image, par l'expérience de la théorie du portfolio. C'est énorme, hein, passer de 40% qui font faillite à 91% des investisseurs qui ont un retour neutre ou positif. Dans les marchés financiers obligataires ou d'actions, je ne suis pas sûr que 91% des investisseurs aient des retours positifs aujourd'hui, vu la volatilité. Donc, en dessous de 5 investissements, c'est ce que j'appelle une loterie. Par exemple, une personne a fait 3 investissements et a doublé son argent annualisé chaque fois. Une personne a fait 2 investissements et a tout perdu. Donc c'est ce que j'appelle une loterie. Je vais voir quelle sauce que je vais manger. C'est assez correct. On pourra se parler d'ailleurs après, Caro. Hein. C'est assez, effectivement, il y a quelque chose par rapport à ça. C'est un petit peu addicting d'ailleurs, hein, l'investissement start-up. Et donc, à la partie de gauche, vous avez ce que j'appelle une loterie. Des personnes, effectivement, gagnent beaucoup, d'autres perdent tout. À partir de 5 investissements, vous avez vraiment la théorie des portfolios qui s'applique très fortement et vous avez très rapidement une diminution du risque global du portfolio, du retour. La Suisse, au niveau innovation, le classement, vous avez une idée? Mondial. Numéro 1. Depuis combien de temps? Depuis 7 ans. 7 ans, chaque année numéro 1. Incroyable. La Suisse est une machine à innover incroyable. Hein. Et ça, nous pouvons être fiers. Je sais qu'en Suisse, ça ne se fait pas du tout de montrer qu'on est fier. Et c'est une grande différence avec les États-Unis. Et c'est très triste parce qu'il y a de quoi, mais nous avons un côté un peu trop modeste que je trouve un peu dommage parce qu'il y a des choses incroyables qu'on a de la peine à montrer. Ça vient beaucoup de l'éducation et j'ai moi-même vécu 5 ans et demi aux États-Unis, 10 ans en Angleterre. C'est un contexte très différent. On est beaucoup moins timide à montrer ce qu'on a fait. Ça, je pense, c'est dommage. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, depuis 7 ans, numéro 1. Et maintenant, si on regarde une étude sur les raisons d'échec de start-up, je vais le résumer assez rapidement, mais la toute première raison, c'est construire un produit dont personne ne veut. Construire un produit dont personne ne veut. J'appelle ça le syndrome du parfait ingénieur suisse. Je peux me permettre que je suis ingénieur et suisse. Donc, c'est construire un produit incroyable. Des produits qui sortent de l'EPFL, de l'ETH-JET, qui sont incroyables. Est-ce que tous seront en marché? Probablement pas, mais des produits vraiment incroyables. La deuxième raison, c'est des problèmes d'équipe, des problèmes d'exécution, des problèmes d'équipe. On en a parlé avant avec les intervenants précédents. La troisième raison, c'est difficulté à se focaliser, en l'occurrence sur la mise sur le marché, sur le produit. Quatrième raison, le problème d'exécution de vente et marketing. Cinquième raison est connectée à la deuxième, c'est mésentente entre les fondateurs. La sixième raison est connectée aussi à la première, c'est poursuivre les investisseurs plus que les clients. Et ça, j'en vois beaucoup d'entrepreneurs qui poursuivent les investisseurs plus que les clients. In fine, le message de toute cette étude, c'est raison d'échec de start-up. Les problèmes d'entrée sur le marché représentent 66% des raisons d'échec de start-up. Le restant, en gros, sont des problèmes d'équipe. Pas la bonne équipe, mésentente entre les équipes. Vous remarquerez que les problèmes de développement de produits ne sont même pas au classement. Les problèmes de développement de produits ne sont même pas au classement. On passe des années à développer un produit parfait. M. Lottold en parlait avant. Et pourtant, ce n'est pas du tout là qu'est le risque. On se concentre vraiment à manière opposée à où se trouve le risque et où on passe notre temps. Une start-up devrait passer autant de temps à développer sa manière de rentrer sur le marché que son produit, parce que c'est là que se trouve le risque. C'est pas mal ça, ça j'aime bien. Je vais garder ça. Exactement, bravo. Je vais vous laisser 3 réflexions. La première,
c'est que les startups sont donc un excellent moyen d'isoler et de pouvoir mesurer les retours, les vrais retours sur l'innovation, qui est très très difficile, de nouveau, dans une entreprise établie. La deuxième, c'est que malgré le risque individuel très élevé, les retours sont simultanément peu risqués et très bons dans un portfolio de 5 investissements. Ça, c'est vraiment la preuve de la théorie du portfolio. Le troisième, c'est que cette approche de portfolio est tout aussi applicable pour dérisquer l'innovation dans les entreprises établies. Et je pense que dans la salle, il y a beaucoup plus d'entreprises établies que de start-up. Et cette méthode de devoir démarrer 5 projets innovants importants, pour pouvoir assurer que 1 sur 5 porte vraiment l'entreprise à la prochaine étape, c'est ça le parallèle que j'aimerais pouvoir faire, c'est ça le parallèle que j'aimerais pouvoir vous laisser aujourd'hui. Parce que c'est ça qui va assurer la pérennité de l'entreprise. Donc la dernière question que j'ai pour vous, c'est quels sont ces 5 projets innovants que vous allez démarrer à l'intérieur de votre entreprise pour assurer sa pérennité. Parce que c'est 1 sur 5 qui va réussir. Et en même temps, ces projets sont nécessaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup André pour cette intervention. Je profite de remercier également Caroline qui est très, très en forme ce matin. Je vois les dessins mais je ne pense pas à chaque fois à te remercier, donc merci beaucoup. Je profite aussi pour vous dire qu'il y a actuellement environ 300 personnes qui suivent le forum en direct sur les différents réseaux. Donc voilà, et puis comme précédemment, nous allons ouvrir aux questions. J'imagine qu'il y en a peut-être déjà dans la salle. Il y a encore de nouveau des hôtesses qui sont disponibles pour vous tendre le micro. S'il y en a de ce côté-là. Est-ce que... Avec les spots, je n'arrive pas forcément à tout voir, mais... Une question de ce côté, non? Dans un cas comme ça, où j'étais parfaitement clair, où personne n'a rien compris. Hein. Je vous laisse choisir. C'est un peu extrême, peut-être, comme réaction. Peut-être vous pourrez développer justement le dernier élément, c'est-à-dire... J'ai une question, excusez-moi. Où ça? Oui, pardon, je ne vous ai pas vu, monsieur. Bonjour, monsieur. Daniel Bossel. Vous avez parlé des 5 développements de projets. Vous n'avez pas fait d'approche par rapport au délai dans toutes ces études éventuellement de projets. 5 projets. Oui. Quel timing en termes d'investissement? Donc, oui. Alors, il y a 2 choses. Donc, il y a le temps, vous dites le timing pour pouvoir lever de l'argent ou le timing une fois que l'argent est investi jusqu'à ce que le projet rapporte de l'argent? Non, en parlant du temps de développement des projets. Tout à fait, oui. Donc, en moyenne, entre le premier investissement de Business Angel, donc pas des fondateurs, mais entre le premier investissement de Business Angel et la vente de la société, il se passe en moyenne 5 ans. Ce temps varie, il y a des bulles, ça descend à 3. Après, en 2008-2009, il est monté à 7 ans parce qu'il n'y avait pas d'acheteurs pour les sociétés. Les sociétés acheteuses avaient une contrainte très forte sur l'utilisation de leur cash. Donc, c'est en moyenne 5 ans. Maintenant, le temps moyen pour un investisseur, comme j'ai dit, c'est 2 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'on n'investit pas toujours tout au début de la société. Souvent, d'ailleurs, on investit un petit peu, on regarde comment la société se développe, et ensuite, on remet de l'argent. Mais aujourd'hui, le temps pondéré moyen d'investissement de notre portfolio est de 2 ans et demi. Est-ce que ça répond à votre question? Une autre question, juste pas très loin. Bonjour, Mathieu Chamorel. On parle souvent en fait des cerveaux qui partent à l'étranger, des sociétés innovantes qui se font racheter par des sociétés étrangères. Est-ce qu'à un moment, c'est pas contradictoire de vouloir investir pour avoir un exit dans 5 ans? Et comment on pourrait faire pour avoir, entre guillemets, un retour sur investissement sur 5 ans, mais que ça reste en main suisse Oui, je pense qu'on n'a pas besoin de décorréler les deux. Je pense que le problème fondamental de sociétés qui partent à l'étranger sont dus pour 2 raisons. Il faut absolument que la société se concentre sur un marché international. C'est sûr que de rester concentré sur un marché suisse, voire des pays européens avoisinants, ce ne sera jamais un marché suffisant pour pouvoir faire le prochain Facebook ou Google. Ça, c'est clair. À côté de ça, je pense que ça rejoint assez précisément ce que je disais au niveau des problèmes de développement de start-up. En Suisse, nous n'avons pas une culture de vente. Une culture intrinsèque de vente est même quelque chose de réprimé.
globalement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons vendeurs suisses, mais globalement, à l'école, quand quelqu'un sort du lot, on a l'impression que c'est un frimeur, qui se gonfle d'orgueil. Et ça, c'est quelque chose qui, vraiment, dans la mentalité, il y a des endroits où ce côté d'une personnalité devrait pouvoir s'exprimer. Et c'est quelque chose de très limitant dans le développement des sociétés. Ce qui fait que les sociétés, en gros, le chemin habituel de développement est la validation de la technologie, avec un certain nombre de clients, mais que la vraie croissance se passe souvent lorsque la société est rachetée par une plus grosse. Il y a un autre point quand même que je n'ai pas mentionné, c'est que les startups sont extrêmement efficaces pour développer une technologie beaucoup plus efficace que les grandes sociétés. J'en ai travaillé dans plusieurs et je l'observe constamment. Par contre, pour mettre sur le marché, la startup est non seulement moins efficace qu'une grande société, elle n'est pas non seulement moins efficace que la start-up au début, elle est aussi moins efficace qu'une grande société. Pourquoi ? Parce que pour Intel, de rajouter dans son portfolio de ses vendeurs un nouveau produit, incrémentalement, c'est beaucoup moins cher que de développer une force de vente mondiale pour aller vendre le produit de Lemoptix. Donc Lemoptix était aspiré par une grande société. Et souvent des technologies qui sont utilisées à très grande échelle, le coût de mettre en place une équipe de vente et de marketing mondiale serait prohibitif par rapport au coût de rachat de la société. Et ça, c'est effectivement, je n'ai pas tellement de réponses par rapport à ça. Ceci dit, il y a des grandes sociétés et des sociétés qui ont aussi un capital nécessaire. On parlait de comment investir le capital dormant aujourd'hui, dont des startups. Et dans cette salle, je suis absolument sûr qu'il y a un nombre certain de sociétés qui bénéficieraient très fortement de la technologie d'une startup que l'on pourrait amener et d'utiliser votre force de vente que vous avez déjà. Mais d'une manière générale, la start-up est très efficace pour créer la technologie, la prouver, et moins efficace qu'une société établie pour la mettre sur le marché, indépendamment même des problèmes de profil. Merci beaucoup. Il y a encore une question peut-être de ce côté-ci, mesdames ? Ici ? Au fond de la salle ? Et au fond... Un peu de recul, hein. Non, alors ta média, ça baisse pas, ça augmente, je peux confirmer. Ma question est liée au risque d'équipe. Bonjour, je m'appelle Blaise Strasser. Oui. On a entendu de M. Leuthold que de prêter de l'argent, c'est bien, mais il faut encore savoir qui va l'utiliser, comment. Oui. Dans le cas précis, on parle de risque d'équipe. Moi, avoir 5 projets innovants, je veux bien. Si je n'ai pas la bonne équipe, ça ne va pas marcher. Est-ce que vous pouvez nous faire une cartographie des risques d'équipe majeurs que vous avez eu l'occasion de voir ? Tout à fait. Alors, je pourrais passer, je donne des cours de 4 heures là-dessus, donc je vais essayer de résumer plutôt en 40 secondes. Mais je pense qu'un des grands risques, c'est d'avoir une équipe qui est beaucoup plus orientée produit que vente. Ça, j'en ai parlé. C'est normal d'avoir une équipe orientée produit au début. À un moment donné, le CEO qui était peut-être responsable produit est extrêmement bon pour développer le produit. Peut-être que ce serait bien qu'il donne la main, ou en tout cas qui prennent du support de quelqu'un qui est très bon dans la vente. Et ça, il n'y a pas, de loin pas toutes les personnes qui savent faire cette transition. Le développement de la société passe par plusieurs phases. Il y a une phase développement produit, une phase commercialisation et ensuite une phase croissance de la société. Et ce n'est pas du tout les mêmes profils et c'est très rare de trouver des Steve Jobs, des Bill Gates qui savent faire toutes les étapes. Et à un moment donné, il faut souvent que l'inventeur, en tout cas, reconnaisse qu'il n'a pas forcément ces capacités de développement commerciaux et qu'il s'associe, voire qu'il passe la main, qu'il devienne ce qu'on appelle CTO, Chief Technology Officer, avec un CEO qui est beaucoup plus orienté vente et développement de la société, et ça, je le vois constamment. Après, simplement de la mésentente. Une start-up, c'est quelque chose d'extrêmement stressant. Je vois régulièrement des problèmes de personnes venant du monde de sociétés établies, PME ou de multinationales, qui viennent dans des boards de start-up et qui pensent qu'une start-up est une petite grande entreprise. Une start-up n'est pas une petite grande entreprise. Une start-up a une dynamique extrêmement élevée. En 1 ou 2 mois, la société peut être mise en grand danger parce qu'on vit constamment sur le fil du rasoir et les temps de réactivité sont extrêmement courts. Moi, j'étais au conseil d'administration d'une start-up qui est passée par une phase difficile. J'ai dû rentrer vraiment dans l'opérationnel. C'est passé de 10 à 30% de mon temps d'une semaine à l'autre. Et il fallait vraiment gérer de l'opérationnel dans des situations très difficiles. Et on a pu sauver et redémarrer la start-up. Mais c'est vraiment des dynamiques très différentes. C'est très stressant et ça met quand même en exergue des mésententes
potentielle entre les fondateurs. Et par exemple, je vois très vite si les fondateurs n'arrivent pas à discuter des points difficiles, par exemple de la répartition des actions, lorsque la société est démarrée, je sais qu'à l'avenir, il y a un très très fort risque que la société implose et que les fondateurs partent très fâchés. Donc je vois assez vite, est-ce que les personnes savent discuter et mettre par écrit les points difficiles, répartition des actions, rôle, représentation conseil d'administration, tous ces points-là, il faut pouvoir en discuter et finalement c'est de l'humain. Le business, in fine, se fait quand les gens s'entendent. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez forcer les gens, ça va un moment, mais à un moment donné, ça ne marche plus. Donc oui, je dirais les rôles, de comprendre que les rôles changent au fil du temps et de comprendre que c'est un environnement extrêmement stressant et que ça met en exergue les problèmes relationnels sous-jacents très rapidement. J'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup André. Alors malheureusement, j'ai beaucoup de signes et c'est absolument passionnant, mais on me dit aussi qu'il faut conclure de ce côté-là. Je ne vous oublie pas madame, j'ai vu que vous patientez depuis un moment. On va prendre une dernière question et ensuite on va se rapprocher de plus en plus de la pause. Madame, s'il vous plaît. Bonjour, Laurence Alifi, Graines d'entrepreneur. J'ai une remarque importante sur cette partie justement investissement dans les startups. C'est important qu'on apprenne à nos jeunes dans les hautes écoles, dans les universités, qu'entreprendre, c'est pas chercher des investisseurs. C'est pas ça. C'est répondre à une problématique et des besoins clients avant tout. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui veulent créer des sociétés, ils pensent qu'ils vont créer leur start-up et leur premier objectif, c'est l'exit ou la revente à Google. C'est pas ça. Entreprendre, c'est un projet de vie. C'est d'abord chercher des clients et c'est après, éventuellement, que les investisseurs viennent. Et c'est ce changement de mentalité. Oui. On peut les aider avec les indicateurs. Parce que pour moi, quand je vois que les indicateurs sur le marché des startups, c'est les levées de fonds, bah c'est faux. Je ne pense pas que ça doit être l'indicateur premier. Voilà. C'est un indicateur qui est malheureusement très facile, voire trop facile à mesurer, mais ce n'est pas du tout un indicateur de qualité de l'environnement et du tissu économique de la start-up. Je suis tout à fait d'accord. Ça rejoint effectivement exactement le message. Merci de le souligner. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Non, je suis désolée. Après, je suis désolée. On peut se retrouver à la pause. S'il y a encore des questions, je serai volontiers disponible. Merci André. Une dernière toute brève, mais vraiment toute brève intervention. J'invite Marc Atala. Nous avons le plaisir de l'avoir aujourd'hui. Donc, il est directeur de la Maison d'Ailleurs et initiateur du festival Numérique Games, dont j'ai vu des articles sur la très bonne fréquentation le week-end dernier, ici même à Yverdon, je crois plus de 10 000 spectateurs. Donc, merci beaucoup et puis je vous laisse la parole, donc quelques minutes.